Vous écoutez 5, 4, 3, 2, 1, 0, le podcast qui reprend les reportages de François Ponchelet, grand reporter radio dans les années 70. Nous sommes Arthur, Julien et David, les petits-fils et fils de François Ponchelet. Actualité oblige, on vous emmène cette fois en Iran en 1978. Au cours de cette fusillade, vous avez pu entendre que les gens continuaient à crier « Melumbar Bacha, mort au chat ». Il y avait même des enfants qui couraient à côté de moi et qui criaient « Mort au chat ». Ils crient « Mort au chat », ils crient « Yankee go home », tandis que maintenant les militaires se sont pratiquement rendus maîtres du carrefour et continuent des tirs d'intimidation, mais à vrai dire, ça n'intimide plus grand monde à Téhéran, car tous les gens qui étaient à ce carrefour vont maintenant se déplacer à un autre endroit et recommencer exactement la même chose. L'Iran, la chute du Shah, l'avènement de la révolution islamique de l'ayatollah Khomeini, c'était en 1978 et 79. François Ponchelet, à cette époque-là, fait des allers-retours très nombreux entre Paris et Téhéran, et il me semble qu'il a séjourné en Iran à plus de 10 ou 12 reprises. Alors de cette période, il n'a pas conservé tous ses bobinots, mais seulement quelques-uns de ses reportages. On va donc surtout vous faire entendre dans ce podcast ces papiers racontant les prémices de cette révolution islamique, et en particulier les derniers mois du Shah d'Iran. Quelques éléments de contexte. En 1978, c'est Reza Pahlavi, le Shah d'Iran, qui règne depuis des décennies sur le pays, mais la contestation gronde. Des manifestations, des grèves viennent contester le règne du Shah. La révolte est menée par les religieux chiites, en premier lieu l'ayatollah Khomeini, qui a été condamné à l'exil. Le vendredi 8 septembre 1978 a lieu le Vendredi Noir. Ce jour-là, des manifestations sont prévues. Le Shah décrète la loi martiale. L'armée tire sur les manifestants à Téhéran. Il y a des dizaines et des centaines de morts. François Ponchelet part pour l'Iran. Une semaine après ce Vendredi Noir, voici son reportage dans un cimetière de Téhéran. 5, 4, 3, 2, 1, 0. En ce 7e jour de deuil et de grève générale, la douleur, la colère, la haine et la foi du peuple iranien se sont manifestés non pas dans la rue, mais dans l'enceinte du cimetière de Téhéran, seul endroit où le général Oveissi, administrateur de la loi martiale, n'ose pas envoyer ses troupes. Il se contente de faire garder l'entrée. Toute la journée, des dizaines de milliers de femmes revêtues du tchador, le voile noir, de femmes, d'hommes et d'enfants en larmes ont défilé dans l'immense cimetière poussiéreux et écrasé de chaleur, pour fleurir les tombes des martyrs de la fusillade du 8 septembre et pour écouter les mollahs, les prêtres, lire le message de Khomeini, l'ayatollah qui, depuis son exil irakien, appelle le peuple iranien à se soulever contre le Shah. Le deuil chez les musulmans chiites donne lieu à de grandes démonstrations de douleur. Les femmes agenouillées sur les tombes hurlent en se labourant le visage avec les ongles et en se roulant dans la poussière. Cette femme pleure un fils tombé sous les balles de l'armée iranienne. Sur d'autres tombes, simplement recouvertes d'une dalle de pierre, des hommes se frappent la poitrine en invoquant le prophète. Un peu plus loin, un groupe se forme autour d'une tombe abondamment fleurie. C'est celle d'un soldat iranien auquel le peuple rend hommage parce qu'il s'est suicidé après avoir abattu l'officier qui lui a donné l'ordre de tirer vendredi dernier. Plus loin encore, un mollah juché sur un camion harangue une foule de 500 personnes et fait applaudir Khomeini. Tous derrière Khomeini crient le peuple avant de s'en prendre au Shah et à la dynastie Pahlavi. Le Shah est un assassin, un fasciste et un pantin américain. La révolution continue jusqu'au succès, scande la foule, qui se regroupe enfin pour prier autour d'un enfant qui chante des versets du Coran. Avant de quitter le cimetière, je rencontre un employé de la morgue. Il m'affirme qu'il a compté vendredi dernier et depuis 3176 corps d'hommes, de femmes et d'enfants tués par balle. Téhéran, François Ponchelet, Europe 1. Durant les jours qui suivent le Vendredi Noir, François Ponchelet raconte l'atmosphère qui règne à Téhéran et il dresse un portrait inattendu et intéressant de la capitale iranienne. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Il n'est pas nécessaire de pousser bien loin l'analyse politique pour comprendre le divorce absolu entre le Shah et le peuple iranien. Il suffit pour cela d'observer tout simplement la ville de Téhéran. La dynastie Pahlavi en a fait en 50 ans une capitale orgueilleuse, symbole de l'Iran moderne, mais une capitale qui a perdu toute âme, toute identité, tout parfum oriental. Les bulldozers ont tracé au cordeau de larges avenues, des rues perpendiculaires qui n'ont plus de nom, mais des numéros comme à New York. Né 9 siècles avant Jésus-Christ, Téhéran est aujourd'hui la pire des villes américaines, laide, sale, bruyante, polluée, paralysée par le trafic automobile. Il est vrai qu'au royaume du pétrole, l'essence coûte 70 centimes le litre. Mais il est non moins vrai que la plus ordinaire des voitures vaut 5, 10, 15 millions. On reconnaît donc immédiatement les profiteurs du pétrodollar. Ils roulent en automobile et habitent les villas avec piscine du nord de Téhéran. Les laissés pour compte, ceux dont le revenu moyen est au mieux de 20 000 rials par mois, 1 400 francs, habitent eux les quartiers sud dans des maisons de briques poussiéreuses, les quartiers où les égouts à ciel ouvert débordent. Ceux-là, la majorité, circulent dans de vieux bus à impériales, fréquentent les mosquées et font vis-à-vis de l'occidentalisation un violent phénomène de rejet. Ce sont eux qui brûlent les banques et les cinémas dits pornographiques, eux qui prennent tous les Occidentaux pour des Américains en disant « go home » avec de la haine dans le regard. Ces oubliés de l'abondance sont la majorité des 35 millions d'Iraniens, 60 à 70% d'entre eux sont totalement analphabètes. Ils se réfugient donc instinctivement à l'ombre de la tradition religieuse, c'est pourquoi les mosquées de Téhéran et d'ailleurs sont les fiefs de la révolte contre le Shah. Téhéran, François Ponchelet, Europe 1. Voilà le décor planté, et je crois ne pas le trahir en disant qu'il a, dès ses premiers séjours, ressenti une profonde fascination pour l'Iran, son peuple, sa culture, et cette bascule historique qui se déroulait sous son regard de journaliste. Comme au Vietnam en 1975, il assiste à Téhéran à un nouveau revers des États-Unis, le soutien historique du régime du Shah d'Iran. Après le vendredi noir du 8 septembre, les manifestations reprennent en octobre et novembre 1978. La tension monte dans la capitale iranienne et le voilà de nouveau envoyé spécial sur place. Il raconte ici l'évolution de la situation en quelques semaines au fil de ses reportages. Les manifestants sont maintenant en train de saccager un magasin. Ils commencent par sauter sur les rideaux de fer. Les vitrines cassent derrière et puis ensuite ils ouvrent les rideaux de fer. Ils ont pris un poteau de signalisation en guise de bélier. Et voilà, ils ont réussi à arracher un rideau de fer et maintenant ils vont sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce magasin et ils vont le répandre au milieu de la rue pour y mettre le feu. Depuis ce matin, des scènes comme celle-là se déroulent sous les yeux des dizaines et des dizaines de fois. Là, les manifestants viennent de s'attaquer, sont en train de s'attaquer à une banque, la banque CEPA, qui se trouve sur l'avenue Pahlavi. Ils sont en train, à travers les grillages, de briser les vitrines et naturellement, cela a déclenché le signal d'alarme de la banque. Les dégâts à Téhéran aujourd'hui sont considérables. Le ministère de l'Information est détruit au premier étage. Des dizaines de banques ont été cassées comme celle-là. Des magasins ont été incendiés. Les barricades sont partout dans les rues. 5, 4, 3, 2, 1, 0. À un mois de distance, j'ai retrouvé à Téhéran le même visage que quand je l'avais quitté fin septembre, encore bouleversé, traumatisé, anesthésié par le massacre du Vendredi noir. L'armée fidèle au Shah, pour combien de temps encore, est toujours là, le doigt sur la gâchette, et le peuple feint toujours de l'ignorer. Mais à y regarder de plus près, et c'est bien là le fait nouveau depuis mon dernier séjour en Iran, malgré la loi martiale, malgré l'armée qui tire tous les jours sur un groupe ou une foule de manifestants, faisant ici ou là 5, 10, 20, 30 morts, malgré tout cela, la révolte contre le Shah s'est amplifiée, la détermination du peuple s'est affermie, le combat contre la dynastie Pahlavi s'est organisé. Aujourd'hui, le peuple iranien n'offre plus, comme le 8 septembre, sa poitrine nue aux soldats du Shah. L'opposition politique et religieuse utilise la seule arme dont elle dispose, la paralysie par la grève des 3 secteurs clés de l'économie iranienne, pétrole, banque, transports aériens. D'abord salariales, les revendications des travailleurs de ces 3 secteurs vitaux sont maintenant purement politiques. Ils exigent l'abrogation de la loi martiale et la libération de tous les détenus politiques avant de réclamer demain sans doute le départ du Shah.
Pour tenter d'endiguer ce flot qui le submerge, Reza Pahlavi semble avoir, mais ce n'est peut-être que provisoire, remisé les mitrailleuses, les chars et les canons de son armée d'élite. Mercredi, il n'a pas fait tirer sur les 100 000 manifestants de Téhéran, et hier, dans la ville sainte de Qom, 1 millier de personnes ont scandé le nom de l'ayatollah Khomeini dans les rues sans que l'armée intervienne, malgré la loi martiale. Contraint et forcé, le Shah tente, mais c'est bien tard, de renouer le dialogue avec l'opposition politique modérée en la personne de M. Ali Amini, puis de M. Karim Sandjabi, le leader libéral du Front National qui était il y a un mois encore dans la clandestinité pour échapper à la SAVAK, la terrible police politique iranienne. Par leur intermédiaire, il espère modérer l'ayatollah Khomeini qui multiplie depuis son refuge de la banlieue parisienne les appels à la guerre sainte, mais là encore c'est bien tard. Téhéran, François Ponchelet, Europe 1. Le 4 novembre 1978, c'est à l'université de Téhéran que se déroulent de graves incidents. Écoutez son reportage. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On redoutait pour ce 4 novembre, jour du 15e anniversaire de l'exil de l'ayatollah Khomeini, des incidents graves. Ils ont eu lieu en fin de matinée à l'université de Téhéran, d'où les étudiants ont tenté de sortir en cortège pour former une manifestation de rue. L'armée, postée devant les grilles de l'université, s'y est opposée. Pendant une dizaine de minutes, les étudiants l'ont arrosé de pierres et de bouteilles vides. Après avoir vainement tenté d'appeler les manifestants au calme, le commandant du détachement a donné l'ordre non pas de tirer en l'air, mais légèrement au-dessus des têtes. La fusillade très nourrie a duré 2 à 3 minutes, provoquant une énorme panique parmi les étudiants qui ont reflué sur le campus universitaire, survolé en rase-motte par un hélicoptère. Des tirs isolés se sont poursuivis pendant quelques minutes, faisant semble-t-il 3 ou 4 blessés, mais apparemment aucun mort. Quelques minutes après le retour au calme, des groupes ont commencé à former des barricades et à incendier des voitures dans le plus pur style mai 68, à ceci près qu'ici à Téhéran, l'armée tire. Plusieurs voitures sont en feu autour de moi et actuellement les étudiants sont en train d'essayer d'allumer la voiture qu'ils viennent de renverser et qu'ils s'acharnent à détruire. Et toujours les mêmes cris de la part des étudiants qui depuis ce matin devaient théoriquement reprendre les cours. Toujours les mêmes cris, à mort le Shah, à bas la dynastie Pahlavi. Voilà les voitures de pompiers qui maintenant viennent tenter d'éteindre cet incendie. Des voitures de pompiers qui sont d'ailleurs occupées non pas par des pompiers civils, mais par des soldats qui sont armés et qui ont un canon pour lancer de l'eau et pour éteindre l'incendie. Les soldats sont debout sur le camion de pompiers, arrosent quelques manifestants qui se trouvent à l'intérieur de l'université. Ils font signe aux manifestants de s'en aller, ils les braquent avec leurs armes. Ils font signe aux quelques personnes, aux quelques jeunes gens, aux quelques étudiants qui sont restés de s'en aller, sinon ils seront obligés de tirer. Le calme semble maintenant à peu près revenu, mais la tension reste extrêmement vive dans la capitale iranienne. Téhéran, François Ponchelet, Europe 1. Alors il n'y a pas que Téhéran qui réclame le départ du Shah, il y a aussi des manifestations dans d'autres grandes villes de l'Iran, et c'est le cas à Qom, à 150 km de la capitale. Dans cette ville sainte de l'islam, malgré ce qui ressemble à une extinction de voix, François Ponchelet raconte. 5, 4, 3, 2, 1, 0. J'ai rencontré aujourd'hui dans la ville sainte de Qom le numéro 2 après Khomeini de la hiérarchie religieuse iranienne, l'ayatollah Shariat Madari. Il m'a accordé une interview dans laquelle il évoque la résistance passive, mais aussi la lutte armée dans l'hypothèse où aucune solution politique ne se dégage. Cette interview, vous ne l'entendrez pas. L'armée iranienne s'en est emparée ainsi que de mon carnet d'adresses et du carnet de notes du correspondant de l'agence France-Presse, Patrick Menet, avec lequel je me trouvais. L'incident s'est produit à notre retour de Qom, alors que nous venions d'assister à une manifestation au cimetière de Téhéran où l'on enterrait un étudiant tué samedi dernier. Notre présence a été signalée à l'armée par des indicateurs de la SAVAK, la police politique, et quand nous avons quitté le cimetière, notre taxi a été arrêté sous la menace des armes. Tous nos documents ont été saisis avant qu'on nous relâche 2 heures plus tard, ainsi que 4 autres confrères interpellés de la même manière. Pendant ces 2 heures, nous avons vu les militaires fouiller toutes les voitures sortant du cimetière et saisir des tracts et du matériel de propagande pour Khomeini. L'armée a tiré sur une voiture qui tentait de s'enfuir pour éviter cette fouille. Bref, les journalistes étrangers deviennent, semble-t-il, indésirables en Iran. Téhéran, François Ponchelet, Europe 1. Au fil des jours, au fil des cortèges de manifestations et des tirs de forces de répression, il décrit, début novembre 1978, une atmosphère pré-insurrectionnelle. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Téhéran est passé en quelques heures aujourd'hui d'un climat d'émeute à un climat pré-insurrectionnel. Il ne manque plus aux manifestants que des armes pour que le pas soit franchi. Toute la journée, des dizaines de milliers d'étudiants et de très jeunes lycéens, bientôt rejoints par des adultes, mais en moins grand nombre, ont littéralement mis les quartiers sud de la capitale iranienne à sac sans que l'armée intervienne pour les en empêcher. Brûlant les portraits du Shah et brandissant des photos de l'ayatollah Khomeini, les émeutiers ont allumé à tous les carrefours de véritables incendies avec le mobilier et les paperasses des dizaines de banques qu'ils ont saccagées. Le ministère de l'Information, proche de l'université, a été attaqué, tout le rez-de-chaussée est détruit. Les manifestants ont aussi mis le feu à l'ambassade de Grande-Bretagne, à l'immeuble d'un journal iranien, à une brasserie et à une cinquantaine d'autobus dans le quartier commerçant du Bazar. Bien avant la tombée de la nuit, le ciel de Téhéran était déjà noir, les hélicoptères de l'armée évoluant au milieu des colonnes de fumée. Ce soir, des hauteurs de son palais de Niavaran, le Shah a sous les yeux une ville en feu. Mais il ignore encore que les étudiants viennent d'arracher de son socle, à l'aide d'un câble tiré par un camion, sa propre statue à l'entrée du campus, statue qu'ils ont traînée dans les rues et qu'ils ont symboliquement décapitée. Mais pourquoi l'armée n'a-t-elle pas bougé, alors qu'hier elle a tiré sur les étudiants qui se contentaient de crier des slogans contre le régime? A-t-elle reçu l'ordre de laisser faire les manifestants pour mieux justifier ensuite la répression? Ou bien au contraire a-t-elle désobéi? A-t-elle elle aussi fait grève, comme les fonctionnaires des banques et des postes, comme les ouvriers des raffineries et comme les pompistes? L'attitude de l'armée reste l'une des grandes interrogations de cette journée d'émeute. J'ai vu moi-même, en parcourant à pied des dizaines de kilomètres dans les quartiers insurgés, des militaires regarder sans broncher les manifestants allumer des incendies. J'ai même vu un certain début de fraternisation, les soldats ramassant les fleurs que leur lançaient les étudiants. En revanche, ce soir, j'ai entendu dans différents quartiers plusieurs fusillades nourries. De là à en déduire que l'armée est divisée, c'est peut-être une conclusion un peu rapide, mais le malaise qui la traverse est évident, presque palpable. De son attitude à court terme dépend de la survie du régime et du Shah. Téhéran, François Ponchelet, Europe 1. Je me souviens qu'entre deux reportages à Téhéran, il nous décrivait les énormes manifestations dans les rues de la capitale. Il marchait à côté des cortèges pendant des heures et des heures avec son agra à l'épaule. Et je crois que c'est à cette époque-là qu'il a commencé à avoir le syndrome du reporter radio, des disques du dos écrasés à force de trimballer son agra de plusieurs kilos. Dans les cortèges, il parvient à trouver des manifestants francophones, comme celui-ci qui réclame le départ du Shah et le retour de Khomeini. Tout l'Iran est contre le roi. Tout le monde exige que Khomeini, n'est-ce pas, soutienne un gouvernement qui soit basé selon les règles de l'islam et le Coran. Tous les vrais Iraniens exigent que le roi fiche le camp, qu'il s'en va. Évidemment, nous voulons avoir un gouvernement démocrate et basé sur les règles de l'islam. Khomeini n'est pas un voleur, Khomeini n'a volé personne, Khomeini est un type sain. Vous êtes professeur d'université, oui, vous approuvez ces manifestations-là? Contre le roi, oui. J'approuve toutes les manifestations qui sont contre le roi et contre ce régime corrompu. Vous pensez que cette fois-ci, avec ce qu'on voit en ce moment sous nos yeux, des scènes d'émeutes dans les rues, c'est vraiment la révolution en Iran? Au fond, oui, c'est une révolution. Son but est que le roi s'en va et qu'un régime démocrate et un régime qui ne soit pas le valet de Carter. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Les émeutes quasiment pré-insurrectionnelles que Téhéran a connues tout au long de la journée d'hier se résument en quelques photos plus symboliques les unes que les autres. C'est d'abord la photo de la statue monumentale du Shah arrachée de son socle par les étudiants à l'entrée du campus universitaire et traînée comme un cadavre dans les rues aux barricades incendiées avant d'être décapitée. Autre photo significative, celle-là du trouble qui semble s'être emparé d'une partie au moins de l'armée, c'est celle de ces étudiants et de ces soldats se jetant dans les bras les uns des autres dans un geste de fraternisation spontanée, ce qui n'empêche pas quand même l'armée d'avoir tiré dans d'autres quartiers de Téhéran et notamment au Bazar. Image plus frappante encore, celle du Shah contemplant seul depuis les hauteurs de son palais impérial de Niavaran sa capitale en feu. On ne compte pas les incendies, mais celui de l'immeuble de la Savac, la police politique, a certainement plus de sens que celui de l'ambassade de Grande-Bretagne. Enfin, on retiendra les photos de ces dizaines de banques et de magasins éventrés, les photos de ces centaines de barricades incendiées à tous les carrefours de rue et la photo sonore des étudiants hurlant autour de ces feux de joie. Ici, au carrefour qui est tout proche de mon hôtel et où un incendie énorme est en train de se développer avec un énorme champignon de fumée qui s'élève dans le ciel. Ici, à ce carrefour, on crie à mort le Shah, on crie
Il est impossible de parler dans ce bruit épouvantables. Chacun tente de s'emparer de nos micros pour crier à mort le chat, pour crier vive Khomeini. Dans l'ivresse de l'émeute, les manifestants ont peut-être un peu trop vite oublié que l'armée n'a pas encore basculé et que la loi martiale reste en vigueur. Hier soir, des chars ont pris position au point stratégique des quartiers sud de Téhéran et les autorités militaires ont fait savoir qu'aujourd'hui, elles feraient respecter la loi martiale. La journée de ce lundi risque donc d'être plus chaude encore que celle d'hier. Téhéran, François Ponchelet, Europe 1. Après un retour à Paris en décembre 78, François Ponchelet est de retour à Téhéran où le Shah s'accroche au pouvoir. Mais 2 grandes journées de manifestations sont annoncées pour les 10 et 11 décembre. L'envoyé spécial plante le décor. 5, 4, 3, 2, 1, 0. De semaines en mois et de deuils en fêtes religieuses, la révolution populaire iranienne avance à la vitesse du calendrier islamique et le Shah recule. Après avoir tenté d'endiguer le flot avec une armée qui n'a réussi qu'à faire des martyrs, il est maintenant le dos au mur. Le pays est paralysé par les grèves, le pétrole ne coule plus, les capitaux fuient, les produits alimentaires manquent, les étrangers s'en vont en attendant des jours meilleurs. Malgré la loi martiale en vigueur depuis 3 mois, les manifestations prennent aujourd'hui une ampleur telle que le gouvernement est contraint de les autoriser. Devant le calme et la détermination de l'immense procession noire qui a défilé hier sur l'avenue qui porte son nom, mais qui est maintenant couverte d'affiches de Khomeini et de slogans qui réclament sa mort, Reza Shah n'a plus qu'une issue, renvoyer le gouvernement militaire à ses casernes et former un cabinet civil comprenant des membres de l'opposition modérée. Le drame pour lui, c'est qu'aucune personnalité représentative acceptable par l'opposition religieuse ne veut se compromettre avec ce régime qui semble vivre son dernier quart d'heure. Je ne crois pas que le Shah soit prêt à abdiquer, m'a pourtant dit hier soir l'un de ses rares intimes, mais je suis sceptique sur les chances qu'il lui reste de former un cabinet d'union nationale, car le succès des manifestations renforce l'influence de Khomeini, donc l'intransigeance de l'opposition. Doit-on en conclure que le Shah et son régime sont condamnés à brève échéance ? Beaucoup d'observateurs se contentent de le constater. Téhéran, François Ponchelet, Europe 1. Le 11 décembre à la mi-journée, François Ponchelet appelle Europe 1 et raconte en direct ce qu'il a vu et entendu dans la marée humaine qui a commencé à défiler le matin même. 2 millions de personnes, soit à peu près la moitié de la population de Téhéran, sont, selon les organisateurs politiques et religieux de la manifestation, en ce moment dans les rues de la capitale iranienne, et partout en province, des défilés semblables se déroulent depuis ce matin. À Téhéran, le long cortège défile depuis 6 heures maintenant sur l'avenue Shah Reza vers le monument Shayad, cette pyramide gigantesque située à la sortie de la ville. 6 heures de défilé sur un parcours de 13 km. Devant un pareil déferlement, il est impossible de donner des chiffres précis. En tout cas, ce que je peux affirmer, c'est qu'aucun incident grave ne s'est produit jusqu'à présent, les militaires ayant totalement disparu des quartiers sud et centre de Téhéran pour se replier vers le nord avec leurs chars et leurs camions afin de protéger les quartiers résidentiels. Le seul sang que j'ai vu au cours de cette manifestation est celui d'un mouton égorgé à même la rue, et les seules bagarres avaient pour objet de se disputer, de s'arracher même le pain distribué par les boulangers tout au long du cortège. Un cortège impressionnant non seulement par son immensité, mais aussi et peut-être surtout par sa couleur, mélange de noir et de blanc. Blanc des banderoles, noir des drapeaux, blanc des ayatollahs, noir des chadors, des voiles des femmes. Impressionnants aussi les slogans essentiellement religieux, Allahu Akbar, Dieu est grand, revenant jusqu'à l'obsession renvoyée d'un groupe de femmes avec leur bébé dans les bras à un groupe d'hommes ou de gamins d'un bout à l'autre du cortège. Allahu Akbar, c'est aussi ce que scande un vieil ayatollah du bazar assis au milieu de l'avenue Shah Reza, entouré d'un groupe de fidèles. Un ayatollah qui s'empare de mon micro et hurle les yeux pleins de larmes. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Les organisateurs de la manifestation, l'ayatollah Talekhani et le leader du Front National, Karim Sanjabi, littéralement emportés par la foule, ont dû se réfugier dans une camionnette. Une camionnette sur le toit de laquelle un gosse assis en tailleur tient un immense portrait de l'ayatollah Khomeini, physiquement absent, mais présent sur des milliers de photos. Et maintenant, certes, la manifestation n'est pas terminée, mais sa puissance, sa détermination, son ordre sont pour l'opposition un succès immense. C'est une démonstration dont le Shah sera désormais obligé de tenir compte. Téhéran, François Ponchelet, Europe 1.
Finalement, le 29 décembre 1978, le Shah d'Iran tire les leçons de ces manifestations monstres et tente un ultime coup de poker. Il nomme un ancien opposant au poste de Premier ministre. Il se nomme Shapour Bakhtiar. Sa Majesté a exprimé le désir que le gouvernement soit démocratique conformément à la Constitution, et ayant exprimé aussi le désir de faire un voyage étant donné son état de santé et ses fatigues des jours derniers, etc. On n'a pas fixé une date fixe. Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, pardon, dites Bakhtiar, ça va. Pouvez-vous nous décrire votre cabinet? Combien de membres? Quel ministre? Il y en a 15 actuellement, il y aura peut-être 16. Quels vont être les premiers actes de votre gouvernement? Punir ceux qui ont volé, tué et donné des tortures. Voilà. Que pensez-vous de la journée de deuil de demain? Est-ce que vous redoutez cette journée? Non, nullement. Comment voyez-vous l'avenir de la monarchie en Écoutez, Iran? vous m'avez posé cette question, c'est la troisième fois. Encore une fois, l'avenir de la monarchie en Iran, monsieur le Premier ministre. Je ne suis pas voyant. Mais la nomination de Shapour Bakhtiar ne calme pas les manifestants. Avenue Shah Reza à Téhéran, dimanche 31 décembre, 15h. Des rafales comme celle-là, des manifestants qui s'enfuient en courant, il y en a des centaines par jour dans la capitale iranienne. De temps en temps, un jeune manifestant reste à terre dans une mare de sang. Une fois l'armée partie, ses camarades ramassent le corps pour le cacher, des femmes en voile noir jettent des fleurs sur le bitume ensanglanté et des enfants trempent des feuilles de papier dans l'épais liquide rouge qu'ils brandissent ensuite comme autant d'étendards de la révolte. Chaque mort en Iran est en effet un martyr de plus, un encouragement pour les autres à continuer la lutte contre le Shah, contre celui qui est considéré comme un tyran. Et à Téhéran, hier, comme les autres jours, il y a eu une vingtaine de martyrs. Ce qui est étonnant dans ces grands reportages, c'est qu'entre deux manifestations, deux fusillades, il parvient aussi à raconter la vie quotidienne à Téhéran, avec toujours une plume précise. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Les conditions de vie se dégradent chaque jour un peu plus à Téhéran, ce dont la population souffre particulièrement dans ce pays où il y a 3 mois encore le pétrole coulait comme l'eau au robinet, c'est de la pénurie d'essence et surtout de fioul pour le chauffage domestique. Et encore, par chance, la neige est en retard cette année, il fait encore un temps presque printanier. Les gens désœuvrés, puisqu'ils sont pour les 3/4 en grève, errent donc dans les rues à longueur de journée, dévorant la littérature de l'ayatollah Khomeini, les slogans, les mots d'ordre qui fleurissent sur les murs sous forme de petites affichettes. À Téhéran, les murs ont la parole, comme en France en mai 68. Mis à part cette lecture, la population a 3 occupations. En priorité, le ravitaillement. Curieusement, il n'y a pas de marché noir. Les commerçants sont solidaires du reste de la population et comme l'argent manque, certains font même crédit. On trouve sans trop de difficultés du pain, des fruits, des légumes, de la viande. L'autre occupation consiste à faire pendant des heures la queue aux stations d'essence où l'armée veille à la distribution du précieux liquide. Souvent, des bagarres éclatent et les soldats interviennent à coups de crosse de fusil. Les files d'attente mesurent jusqu'à 5 et 6 km. Les automobilistes poussent leur voiture mètre par mètre. Il faut en moyenne 8 à 10 heures, quelquefois 12 et même 24 heures pour faire un plein. Les plus fortunés achètent donc l'essence au marché noir, où un plein de 60 litres revient au prix de 2 kilos de caviar, soit 600 francs. Il y a aussi d'interminables files de piétons avec des bidons, des jerrycans, des récipients de toutes sortes pour le fioul domestique. Et pendant ce temps-là, c'est la 3e occupation, les étudiants livrent avec l'armée ce qu'on appelle ici la guerre des carrefours. Un groupe dresse une barricade pour bloquer un carrefour, incendie un bus, une voiture ou un simple tas d'ordures. L'armée arrive, tire ou ne tire pas, il y a un mort par-ci par-là. Cela suffit à entretenir en permanence un climat de tension. Téhéran, François Ponchelet, Europe 1. En ce début janvier 79, la tension est à son comble, le règne du Shah ne tient plus qu'à un fil. Tout le monde s'attend au départ en exil du dictateur, mais voici comment le 10 janvier, François Ponchelet décrit ce qu'on pourrait appeler une journée presque ordinaire à Téhéran. 5, 4, 3, 2, 1, 0. À part quelques fusillades... Fusillades pendant lesquelles l'armée a tiré soit des balles en plastique, soit en l'air pour disperser de petits groupes de manifestants qui brûlaient des voitures en criant « À mort le Shah !» À part donc ces fusillades et ces cris de « À mort Pahlavi, à mort Bakhtiar », la journée a été relativement calme à Téhéran.
Tout le monde semble satisfait ce soir. Le gouvernement Bakhtiar, parce qu'il a franchi sans trop de dommages le cap de la première des 2 journées de deuil, à ma connaissance il n'y a eu aucun mort, et le Front National parce qu'il estime que son mot d'ordre de grève générale a été très largement suivi. Il est vrai que le mouvement s'est étendu dans plusieurs ministères et administrations et que la capitale iranienne était complètement morte aujourd'hui. Mais l'épreuve la plus difficile pour le nouveau gouvernement, c'est demain lundi, puisque le mot d'ordre de deuil est lancé cette fois par les religieux, rejoint à la dernière minute par l'opposition politique. Toute la journée, dans les quartiers populaires du Sud, les gens ont dévoré les journaux muraux reproduisant l'appel de Khomeini à continuer plus que jamais la lutte. Pour tenter de désamorcer la violence latente qui risque d'éclater, le gouvernement a décidé de s'associer au deuil. Demain, la radio ne diffusera pas de musique, mais uniquement des prières, en espérant sans doute qu'Allah les entendra. Téhéran, François Ponchelet, Europe 1. Finalement, le 16 janvier, le Shah et la Shabanou s'en vont, le peuple iranien jubile et envahit les rues. J'essaie de sortir de cette manifestation, mais c'est impossible. Voilà maintenant qu'ils me prennent par les jambes. Ils sont en train de me porter en triomphe au milieu de la place publique. Vive Khomeini! Quelques heures plus tard, François Ponchelet raconte ses heures de célébration et évoque aussi la scène assez surréaliste qu'il a vécue. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le couvre-feu a provisoirement mis fin à 23h hier soir à la grande fête populaire qui a suivi le départ du Shah. Pendant 12 heures d'horloge, Téhéran a laissé exploser sa joie. Cette ville sinistre qui vivait de deuil en deuil depuis le terrible vendredi noir de septembre a brutalement retrouvé une grouillante animation orientale pour célébrer ce que tout le monde ici considère comme la mort du Shah. Comme il se doit, on a commencé par déboulonner les statues du tyran et de son père Reza le Grand. Encouragés par des milliers de spectateurs quasi hystériques, de véritables grappes humaines ont pris d'assaut les gigantesques monuments de bronze. En quelques heures, tous les orgueilleux symboles de la dynastie Pahlavi gisaient face contre terre avant d'être décapités, démembrés, profanés. Jamais l'armée, d'ailleurs pratiquement invisible dans la ville, n'est intervenue. Près de l'ambassade américaine, seul bâtiment dont la protection avait été renforcée, on a même vu les soldats fraterniser comme les jours précédents avec cette foule qui leur lançait des fleurs, des dragées et des gâteaux, symboles de l'amitié et de l'hospitalité. Nous-mêmes, journalistes étrangers, avons ainsi été nourris toute la journée. Et dans un quartier populaire, on m'a même porté en triomphe tout autour d'une place où des groupes de manifestants menaient une corrida infernale et hurlante en brandissant au bout de longs bâtons des crânes de moutons sanguinolents représentant la tête du Shah. Tout cela au milieu d'une circulation démentielle, d'un déchaînement de klaxons et d'un véritable balai lumineux, tous les automobilistes ayant allumé leurs phares en signe de victoire. Téhéran, François Ponchelet, Europe 1. Pour le peuple iranien, le départ du Shah, c'est la mort politique de ce souverain dictateur. Le jour même, le 16 septembre 1979, François Ponchelet revient sur 38 ans d'un règne sans partage. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entre le 16 septembre 1941, date à laquelle il succède à son père Reza Shah le Grand, fondateur de la dynastie Pahlavi, exilé par les Russes et les Anglais pour cause de sympathie avec l'Allemagne nazie, entre ce 16 septembre 41 et ce 16 janvier 79, où il s'apprête à quitter pour toujours peut-être l'empire du lion et du soleil, Mohammad Reza Pahlavi Ahriamer, Shah d'Iran et lumière des Ariens, aura occupé pendant 38 ans une place de choix dans la chronique contemporaine, faisant tantôt la une de la presse du cœur, tantôt les gros titres de la presse politique. Qui ne se souvient en effet avoir partagé le drame de la stérilité de Soraya, répudiée pour n'avoir pu lui donner d'héritier? Qui n'a encore en mémoire le conte des 1001 nuits de la petite Faradiba, arrachée à ses études d'architecte pour monter sur le trône? Qui n'a partagé il y a 18 ans le bonheur du couple impérial quand enfin un héritier est né à la cour? Et qui n'a rêvé devant le faste des festivités de Persépolis? Mais ce roman à l'eau de rose a trop souvent fait oublier le vrai visage de l'Iran de Mohammad Reza Shah. Enivré par l'abondance de la manne pétrolière miraculeusement surgie des entrailles de l'ancienne Perse, le Shah a voulu, à coups de millions de dollars, passer sans transition du Moyen-Âge au modernisme le plus débridé. C'est ce qu'il a appelé la Révolution blanche. La fin justifiant les moyens, il a écrasé les obstacles. La dictature absolue a balayé les pesanteurs ancestrales des religieux chiites, les complots permanents des 1000 familles et l'agitation communiste. Pendant 38 ans, l'abominable Savak a impunément emprisonné, exécuté, torturé, ce qui n'a pas empêché le Shah d'être victime d'une demi-douzaine d'attentats et d'autant de tentatives de coup d'État. En 1953, il a même dû fuir honteusement l'Iran, chassé par Mossadegh. 4 jours plus tard, la CIA le réinstallait sur son trône.
Depuis, il est devenu pour le compte des Américains le gendarme du Golfe Persique et la base militaire occidentale la plus avancée aux frontières de l'Union soviétique. Mais sous cette puissance militaire, ce modernisme criard, cette prospérité accaparée par les 1000 familles couvait déjà les germes du déclin. Plus que la corruption érigée en institution, plus que la faillite de l'agriculture, la plus monstrueuse erreur du Shah a sans doute été de vouloir étouffer, bâillonner, museler la religion chiite, jugée incompatible avec ses rêves chimériques. Il a fait abattre des mosquées, interdire aux femmes le port du voile noir, emprisonner des ayatollahs, exiler Khomeini. Il en paie aujourd'hui le tribut. Téhéran, François Ponchelet, Europe 1. En attendant le retour triomphal de l'ayatollah Khomeini, le 1er février 1979, les journalistes ont droit à une visite guidée du palais abandonné du Shah et de la Chabanou. 5, 4, 3, 2, 1, 0. À défaut d'avoir pu rencontrer le Shah avant son départ en exil, les envoyés spéciaux de la presse internationale, un peu désœuvrés en attendant le retour de Khomeini, ont en effet eu droit hier à une visite guidée du palais Niavaran, un palais endormi qui fait aujourd'hui penser à un musée. Quand on pénètre derrière les hauts murs d'enceinte surveillés par des caméras de télévision et après être passé dans le faisceau d'un détecteur d'armes, on se trouve en face d'une grosse bâtisse cossue dont les colonnes évoquent un temple grec. C'est l'étudiante architecte Faradiba qui l'a dessiné un jour de rêve, le Shah le lui a fait construire. Notre guide nous précise que ce palais est la propriété de l'État, mais que les meubles, les tableaux, les bibelots appartiennent au souverain. Regardez, dit-il, ils ont tout laissé, cela veut dire qu'ils vont revenir. Nous voilà maintenant dans le bureau du Shah, immense pièce aux murs et au plafond incrustée de miroirs. Les lustres de cristal sont déjà protégés de la poussière par des housses de plastique. Sur le bureau lui-même de style empire, tous les objets sont d'or, y compris le téléphone frappé aux armes de la dynastie Pahlavi. Un calendrier est curieusement resté à la date du lundi 30 avril. Autant le bureau du Shah, avec ses immenses canapés vides et ses vitrines emplies d'armes de collection, semble figé, comme s'il n'avait plus servi depuis longtemps, autant celui de la Chabanou, tendu de tissu bleu pastel, respire la vie. Au mur, des toiles de maître, Chagall, Picasso, une photo du Shah, des dessins d'enfants. Sur le bureau, un transistor, un tract du Front National, le livre d'un ayatollah anti-régime. Jusqu'au bout, l'impératrice, issue du peuple, a cherché à comprendre le peuple. Elle a suivi heure par heure la progression des émeutes, donné des ordres au téléphone. Mais dans le petit salon de maquillage attenant au bureau, les pinceaux, les fards et les rouges à lèvres abandonnés en désordre témoignent que le départ a été précipité. Téhéran, François Ponchelet, Europe 1. Le Shah est donc parti en exil. François Ponchelet repart quelques jours à Paris, puis revient à Téhéran le 1er février, dans le même avion que l'ayatollah Khomeini. Et chose étonnante, il n'a pas gardé de bobino d'enregistrement de ses reportages du 1er février. Journée pourtant historique où des millions et des millions d'Iraniens sont venus accueillir Khomeini. On a quand même réussi à retrouver un extrait d'une de ses interventions sur l'antenne d'Europe 1. C'était donc le 1er février 1979. L'ayatollah Khomeini a attendu d'être au cimetière de Berj Bezara sur ce qu'on appelle le carré des fusillés où reposent sous des dalles de béton 4000 victimes de la révolution islamique faite en son nom pour lancer la bombe politique que tout le monde attendait à son retour. Transporté par hélicoptère sur la fin du parcours pour échapper à la foule en délire, estimée à 1,5 million de personnes, Khomeini a prononcé là un discours de 40 minutes dont on retiendra cette phrase essentielle « C'est moi qui vais désormais nommer le gouvernement, je frapperai à la tête du gouvernement Bakhtiar, je passerai tous ces gens en procès devant les tribunaux que je créerai. » À ce moment-là, la foule s'est mise à applaudir et à hurler « Nos martyrs seront vengés ». Au passage, Khomeini a naturellement dénoncé le régime illégal du Shah, affirmant « Je ne permettrai jamais que le tyran revienne ». Il a ruiné l'économie, l'industrie, l'agriculture, il a humilié et vendu l'armée, humilié aussi l'homme iranien. Nous démolirons, a lancé avec fureur l'ayatollah, nous démolirons le système en place. Et il a cité des exemples comme le cinéma, symbole de la décadence occidentale dont la République islamique entend se débarrasser. Nous sommes contre les films pornographiques, non pas contre le modernisme, mais nous combattrons ces aspects sauvages et immoraux. Voilà pour le programme. Quand sera-t-il appliqué? Quand le gouvernement provisoire islamique et révolutionnaire sera-t-il proclamé? Là, Khomeini n'a pas dévoilé ses batteries. Après la journée de délire populaire qui s'est finalement beaucoup mieux passée qu'on ne pouvait le craindre, puisque ni l'armée ni les groupes civils qui travaillent en souterrain pour le compte du Shah ne se sont manifestés, après cette journée de triomphe pour l'ayatollah, on va probablement assister maintenant, pendant 2 ou 3 jours, à un round d'observation entre Bakhtiar et Khomeini,
c'est-à-dire entre les deux hommes qui incarnent l'un le pouvoir légal, l'autre le pouvoir populaire. Après 16 années d'absence, Khomeini a en effet besoin de renouer le contact direct avec les opposants politiques et religieux de l'intérieur. Il a également besoin de palper la réalité iranienne avant de repartir à l'assaut, car il ne peut plus maintenant se permettre la moindre erreur. Depuis le départ du Shah, il y a 2 semaines, le front des oppositions s'est divisé et il faut le ressouder, car ni Bakhtiar ni l'armée n'ont l'intention de faire de cadeaux à l'ayatollah dans cette dernière phase de la révolution iranienne, où c'est maintenant non plus l'avenir de la couronne, mais l'avenir de l'Iran tout court qui est directement en jeu. Khomeini a jusqu'à présent fait preuve d'une relative modération en ne proclamant pas sur le champ le gouvernement islamique révolutionnaire provisoire. Mais il a quand même plus que montré le bout de l'oreille en affirmant dans son discours du cimetière de Berj Bezara « C'est moi désormais qui nommerai le gouvernement, je frapperai à la tête du cabinet Bakhtiar. Bakhtiar sera jugé par les tribunaux que je créerai ». Cette perspective n'a semble-t-il pas trop ému le Premier ministre, qui faisait montre de calme et de sérénité quand je l'ai interviewé hier au téléphone. L'accueil réservé par la population à l'ayatollah ne l'a pas surpris. Il n'a pas l'intention de démissionner ni de se précipiter aux pieds de Khomeini pour lui faire allégeance. En fait, Bakhtiar attend et observe. Il a l'air de penser en lui-même « Cause toujours mon vieux, on verra bien qui aura le dernier mot ». Voilà donc une sélection des reportages qu'il avait conservés de ses nombreux séjours en Iran. Il a ensuite suivi l'installation des ayatollahs au pouvoir, la prise d'otages à l'ambassade américaine à Téhéran et les longues tractations qui ont suivi. Il y a aussi l'opération ratée de l'armée américaine pour tenter de libérer les otages. Mais vous l'avez compris, nous n'avons aucune trace de ces reportages-là. De cette période pendant laquelle l'Iran l'occupait beaucoup, j'ai pour ma part gardé quelques souvenirs. Du haut de mes 8 ans, je me souviens qu'on écoutait ces reportages à la radio et je croyais que mon père était souvent tout seul, tranquille, à discuter avec Khomeini sous un pommier à Naufle-le-Château, dans un avion ou au Parc Hôtel de Téhéran, le QG des journalistes. Je me souviens que dans cette période, il n'arrêtait pas de partir et de revenir. Téhéran, toujours Téhéran. Sans trahir de secret, notre mère, Françoise, en avait ras-le-bol de vivre avec un courant d'air et de dormir avec un agra sur pattes. À chaque fois qu'il revenait d'Iran, il ramenait, peut-être pour apaiser les choses, une énorme boîte de caviar. Ça ne coûtait pas grand-chose là-bas, disait-il. Mais à force, elle avait développé une allergie au caviar et les petits œufs d'esturgeon la rendaient horriblement malade. Sur la tête de ma mère, je le jure, allergique au caviar, allergique à l'Iran. Je me souviens aussi de cette super maquette de planeur, un dandy d'une envergure d'1,60 m. On avait été se l'acheter tous les deux au magasin de modélisme en bas, à Sèvres. Je lui avais demandé « On commence à le monter demain ?» Il m'avait dit que le lendemain, il ne pouvait pas, parce qu'il devait repartir à Téhéran. Finalement, le planeur a quand même fini par voler, mais à cause du Shah et de Khomeini, ça a mis un peu plus de temps. C'est pas grave, en écoutant ces reportages dans 5, 4, 3, 2, 1, 0, je me dis que ça valait la peine d'attendre un peu. Ce jour-là, mercredi 30 avril 1975, une guerre de 30 ans vient de s'achever en 30 minutes. J'ai vécu, micro d'Europe 1 en main, ces instants historiques d'une formidable intensité dramatique. Ce que j'ai vu à Kolwezi est atroce. C'est le sommet de l'horreur et de la sauvagerie. Des charniers autour desquels rôdent les chiens, des cadavres mutilés, parfois décapités. Les cloches de la basilique Saint-Pierre viennent tout juste de sonner 5h moins le quart et je crois qu'on peut dire qu'un événement sans précédent dans l'histoire récente de l'Église est en train de se produire. Après le retour au calme, des groupes ont commencé à former des barricades et à incendier des voitures dans le plus pur style mai 68, à ceci près qu'ici à Téhéran, l'armée tire. Un char avec le drapeau Viet Cong est actuellement en train de se mettre en position. Le drapeau Viet Cong, rouge et bleu, l'étoile jaune. Ce char est couvert de feuillage. Ce sont les Viet Cong qui arrivent pour recevoir la reddition du général Mine. Maître Badinter, est-ce que l'on peut savoir comment vous avez d'abord ressenti le verdict de la cour d'assises de Troyes ?
Anna Marly, vous venez d'interpréter de tout votre cœur le chant des partisans. Le chant des partisans, c'est pour chacun un symbole de liberté, tout le monde le connaît. Par contre, vous qui en êtes l'auteur, les Français ne vous connaissent pas. Pourquoi ? 5, 4, 3, 2, 1, 0.